Bonjour à tous, c'est Lionel Camille, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle affaire de disparition mystérieuse. J'ai remarqué que vous aimiez particulièrement les émissions longues. Ça va être une émission longue aujourd'hui, mais la meilleure façon de m'encourager à en faire, c'est de vous abonner à la chaîne, tout simplement. J'ai remarqué qu'il y a encore pas mal de personnes qui ne sont pas abonnées. Appuyez sur le bouton. Donc c'est parti pour la disparition des 5 du comté de Yuba, surnommé souvent le Dyatlov Pass américain. On va faire comme d'habitude. Commençons tout de suite avec la présentation des faits. On va remonter à la fin du mois de février 1978. Et on va partir assez loin d'ici. On va partir en Californie, sur la côte ouest des États-Unis, plus précisément à Yuba City, une petite ville à 200 km au nord-est de San Francisco. Je vais maintenant vous présenter les 5 protagonistes de cette affaire que les médias vont surnommer les 5 du comté de Yuba. Les 5 personnages principaux de cette affaire s'appellent Ted Wyer, Jackie Huet, Jake Madruga, Bill Sterling et Gary Mathias. Vous voyez des photos de ces 5 jeunes hommes, on va maintenant les décrire assez rapidement. On va commencer par Ted Wyer. Ted Wyer, c'est un homme brun de 32 ans à l'époque. Il est assez solide. Il pèse 90 kg et il a une légère bedaine. Jackie Huet, lui, il a 24 ans et c'est le cadet de la bande, c'est le plus jeune. Il mesure 1m75 et pèse 72 kg. On voit souvent Jackie Huet en compagnie de Ted Wyer. Et Wyer se comporte avec Huet comme un grand frère. Il l'aide notamment à passer un coup de fil de temps en temps quand il en a besoin. Jake Madruga, lui, il a un autre profil. Il mesure 1m80 et il pèse 86 kg. Donc c'est un costaud. Il a notamment fait l'US Army. Donc il a été dans l'armée et il a des rouflaquettes, ce qui lui donne un faux air d'Elvis Presley. Bill Sterling, lui, c'est un jeune homme brun, lui aussi, de 29 ans. Il mesure 1m78 pour 77 kg. Sterling, il est profondément croyant. Il passe des heures entières à la bibliothèque pour se cultiver et il s'est donné pour mission de propager autour de lui la parole de Jésus. Sterling, il est considéré comme le meilleur ami de Madruga. Le dernier de la bande, il s'appelle Gary Mathias. Mathias, il a 25 ans, mesure 1m78 et il pèse dans les 77 kg. Mathias, il a fait comme Madruga l'armée. Et il a un signe caractéristique, il porte des lunettes de vue pour compenser une vision double. Comme Madruga, donc il a fait l'armée, désormais il travaille dans la société de jardinage de son beau-père. Même si ces 5 jeunes hommes sont adultes, tout le monde les surnomme les garçons, The Boys, à Yuba City. Ils sont un peu connus. Ils sont connus parce qu'ils sont souvent vus ensemble et ils vivent encore chez leurs parents à leur âge, ce qui est assez inhabituel. Ils vivent soit à Yuba City, soit à Marysville, qui est la ville voisine. Ces 5 garçons, entre guillemets, sont tous atteints d'une forme de handicap intellectuel, dont le degré varie d'une personne à l'autre. Huet, par exemple, il souffre d'un léger retard mental, comme Wyer d'ailleurs, qui a tendance à faire facilement confiance aux autres, un peu à la manière d'un enfant. Madruga, lui, n'a pas fait l'objet d'un diagnostic médical, mais selon sa mère, il est considéré comme plutôt lent d'esprit et il a un QI moins élevé que la moyenne. Mathias, c'est le seul à ne pas être catégorisé comme déficient intellectuel. Cependant, Mathias, il a quand même connu des problèmes dans le passé, il a eu des problèmes de drogue et il suit à l'époque un traitement contre une schizophrénie qui s'est déclenchée à l'armée 5 ans plus tôt. À l'époque, il était affecté en Allemagne et c'est là que ses troubles mentaux ont démarré. Donc quand il était en Allemagne, Mathias, il avait fait une dépression psychotique, mais selon son docteur, les symptômes de sa maladie mentale n'étaient plus réapparus depuis environ 2 ans. En février 1978, la schizophrénie de Mathias est apparemment sous contrôle, mais il doit quand même prendre méticuleusement tous ses médicaments 2 fois par jour. Vu leur différence, entre guillemets, les 5 amis, ils fréquentent quotidiennement le centre pour handicapés mentaux de Yuba City. Le centre les accueille le jour et le soir, ils rentrent dans leur famille. Il y a une chose importante à dire, c'est que les 5 garçons, ils sont tout à fait capables de vivre en société. La preuve, c'est qu'ils ont occupé un emploi, quasiment tous. Jake Madruga et Gary Mathias sont tous les 2 détenteurs du permis de conduire. Ils peuvent conduire. Au-delà du handicap et de l'amitié, ce qui réunit ces 5 garçons, ces 5 boys, c'est le sport. Ils sont tous passionnés de basketball et ils jouent tous ensemble dans l'équipe des Gateway Gators. Et le samedi 25 février 1978, ils doivent justement participer à un tournoi de basketball organisé à Sacramento, donc une autre ville de Californie. Ce tournoi est très important pour les garçons parce que à la clé, il y a une semaine de vacances à Disneyland pour l'équipe victorieuse.
C'est la veille de ce tournoi à Sacramento. Et les garçons sont tous très excités par l'événement. Ils ont vraiment hâte, hein. Mais ils ont quand même prévu de sortir. Le vendredi soir, ils comptent assister en début de soirée à une rencontre de basket qui va avoir lieu à l'Université d'État de Californie à Chico, une ville à 80 km au nord de Yuba City. Et le match doit opposer l'équipe de Chico State à celle de UC Davis, dont les garçons sont fans. Donc en fin d'après-midi, ce vendredi, Madruga, il emmène tous ses copains à Chico à bord de sa voiture. Et sa voiture, ce n'est pas n'importe quelle voiture. Une Mercury Montego turquoise et blanche de l'année 1969. C'est presque une voiture de collection, hein, dont il est assez fier. Donc voilà, le vendredi soir, les copains partent à Chico pour voir ce fameux match de basket. Et apparemment, ils passent une excellente soirée. Parce qu'en plus, leur équipe favorite, UC Davis, remporte le match. Vers 22h, le match se termine. Et les 5 copains quittent donc le parking de la salle de sport à bord de la Montego. Et en repartant, ils s'arrêtent dans une épicerie de quartier qui s'appelle Bears Market. Ils dérangent même d'ailleurs l'employé qui était sur le point de fermer, à 3 pâtés de maison plus loin. Et dans la boutique, en fait, ils s'achètent de quoi grignoter parce qu'ils ont un creux après le match. Leurs achats effectués, les 5 garçons remontent à bord de leur voiture, la Mercury Montego, pour rentrer a priori chez eux, à Yuba City. Malheureusement, plus personne ne les reverra vivants. Le samedi 25 février 1978, Imogen Wire, la mère de Ted, elle se réveille en sursaut à 5h du matin chez elle. Elle tend l'oreille dans la maison et c'est le silence. Elle va voir dans la chambre de son fils Ted et là elle se rend compte que la chambre est vide. Ted n'est pas rentré de la nuit. Et en fait, on se rend compte que aucun joueur n'est rentré de Chico. Là, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'anormal. À 8h du matin, Madame Madruga appelle le bureau du shérif du comté de Yuba pour signaler la quintuple disparition. Et là, les forces de l'ordre sont réactives. 5 personnes qui se volatilisent en même temps, c'est très rare. Que font les agents du shérif? Ils se mettent à rechercher la voiture de Madruga, la fameuse Mercury Montego. On informe les différentes patrouilles qu'il y a ce véhicule qui a disparu, on recherche ce véhicule, il y a un signalement qui est fait. Et donc pendant des heures, on recherche cette voiture entre Chico et Yuba City. Donc là, les heures vont défiler, puis les jours. Et malheureusement, les forces de l'ordre ne parviennent pas à localiser la voiture de Madruga. Les 5 garçons ne donnent plus aucun signe de vie. Et là, pour leur famille, il ne fait plus aucun doute qu'il aurait arrivé quelque chose. Et 3 jours plus tard, il va y avoir un rebondissement. Le mardi 28 février 1978, un garde forestier informe la police qu'il a trouvé une voiture Mercury Montego vide de couleur blanche et turquoise dans la forêt nationale de Plumas, à 200 km à l'est de Chico. Ce qui est très bizarre, c'est que cette voiture est vide et qu'elle a été abandonnée sur une route en terre en pleine montagne. En fait, le garde forestier l'avait déjà repérée le samedi 25 février. Mais il s'était dit qu'elle appartenait à des randonneurs qui étaient venus sur place pour faire une randonnée en ski de fond. Et ce n'est qu'en lisant l'avis de recherche qu'il a fait le lien entre cette voiture et la disparition des 5 du comté de Yuba. Donc les hommes du shérif du comté de Yuba font aussitôt le déplacement dans la forêt nationale de Plumas. Et ils constatent assez vite que le véhicule retrouvé est bien celui de Madruga. Mais les enquêteurs ils sont perplexes parce que le véhicule se trouve à 2h30 de route de Yuba City et dans la direction opposée. Cherchant à comprendre, les enquêteurs ils inspectent l'intérieur du véhicule. Et là ils se rendent compte que c'est très bizarre parce qu'il y a encore de l'essence dans le réservoir. Le réservoir est encore au quart plein. Par contre, la clé n'est plus sur le contact. Les policiers vont tout de même réussir à démarrer le moteur en faisant se toucher les fils. Vous voyez ça au cinéma. Donc le moteur fonctionnait quand même. Le moteur fonctionnait. Ils vont continuer à examiner l'habitacle et ils vont se rendre compte que dans la boîte à gants, il y a 4 cartes routières, dont une de Californie. Ils notent aussi que sur les sièges passagers arrière, il y a des papiers, les papiers des encas qu'ils avaient achetés. Vous rappelez-vous qu'ils avaient acheté de quoi grignoter à l'épicerie. A priori, tout a été mangé à part une barre marathon, la fameuse barre marathon qui avait été achetée, qui est à moitié entamée. Les agents du shérif ils vont ensuite inspecter l'extérieur du véhicule. Et là, il y a plusieurs détails qui les chiffonnent.
Premier détail, les roues de la voiture ont apparemment patiné sur le sol boueux parce qu'on était à la limite de la zone de neige, donc le sol était un peu boueux. Mais le véhicule n'était pas vraiment coincé, il n'était pas complètement embourbé. Il suffisait en fait aux 5 jeunes hommes qui étaient en bonne santé en plus de sortir et de le pousser à l'arrière. C'était très facile de la dégager. Donc là ils sont étonnés. Second détail bizarre, le bas de la caisse de la Mercury Montego est intact. Il est complètement propre. Et ça, c'est très surprenant parce que la route sur laquelle a été trouvée la voiture est vraiment à peine praticable. Elle est jonchée de cailloux, il y a de la terre, il y a des nids de poules. C'est quand même très étonnant que ce bas de caisse soit intact parce qu'en plus, la Mercury Montego, c'est une voiture assez lourde avec un châssis bas. En plus, elle était très chargée, il y avait 5 personnes à bord. Apparemment, c'est comme si le conducteur connaissait très bien ce chemin, comme s'il connaissait parfaitement cette route et toutes les imperfections. C'est comme s'il avait évité en fait tous les nids de poules. Voilà, c'est vraiment très surprenant. Surtout qu'en plus, il y a de fortes raisons de penser que le trajet a été fait de nuit, vu qu'ils sont partis de Chico à la fin du match, le vendredi soir à 22h. Là, on commence à se demander si c'était vraiment Madruga qui conduisait ce jour-là. Rouler avec une telle précision, la première fois qu'on découvre l'endroit, c'est vraiment difficile à croire. Ce qui est étrange, c'est que la famille de Madruga est formelle. Il ne laissait personne d'autre que lui conduire sa voiture et apparemment, il n'était jamais venu dans la forêt nationale de Plumas. De l'avis de leurs proches, aucun membre du groupe ne connaissait cette route de montagne isolée. Il y a une chose importante à savoir aussi, c'est que les 5 garçons détestaient aller dans la nature. Ils préféraient rester en ville. Parce que voilà, c'était 5 garçons voilà, qui avaient des déficiences mentales pour la plupart. Ils aimaient en fait l'environnement rassurant de la ville. Partir comme ça en pleine nature, en pleine nuit, ça ne leur ressemble vraiment pas. Les 5 garçons étaient plutôt casaniers. C'était rare qu'ils sortent le soir et ils rentraient tout de suite après chez eux. Il n'y a que Mathias par contre, Gary Mathias, qui lui, de temps en temps, il passait la nuit dehors. Après avoir examiné le véhicule, les adjoints du shérif du comté de Yuba se mettent à fouiller les environs. Ils commencent à regarder autour. Ils cherchent des traces dans la neige, d'éventuels corps. Malheureusement, ils ne trouvent rien. Force est de constater que les 5 garçons du comté de Yuba ont disparu sans laisser de traces. Là, les forces de l'ordre et puis les gardes forestiers vont élargir assez vite la zone de recherche. Manque de chance, une violente tempête de neige s'abat sur la forêt nationale de Plumas et perturbe l'opération de Search and Rescue. Près de 22 cm de neige tombent sur les montagnes en un temps record. Là, les secours poursuivent leur recherche à bord de snowcats, notamment des véhicules à chenilles, mais les conditions climatiques sont tellement exécrables que plusieurs sauveteurs manquent eux-mêmes de disparaître dans le blizzard. On va être obligé de suspendre les recherches. Dans les semaines suivantes, les policiers des comtés de Yuba et de Butte, un autre comté, vont retourner dans la forêt nationale de Plumas dès que la météo le permet. Des hélicoptères survolent la zone de recherche, survolent les montagnes, des équipes au sol arpentent les bois avec des chiens renifleurs. Malheureusement, ça ne sert à rien, la zone est trop vaste, la forêt trop épaisse, ils se sont volatilisés. Les importantes chutes de neige les semaines précédentes ont certainement recouvert leurs empreintes. Comment retrouver ces garçons dans ces conditions ? En parallèle de l'opération de Search and Rescue sur le terrain, il y a une enquête de police. Et c'est le lieutenant Lance Ayers qui est en charge de l'affaire. Et Ayers, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il vérifie toutes les informations. En effet, le standard de la police, il est bombardé d'appels de témoins potentiels qui auraient vu les 5 garçons. Donc les boys sont signalés à l'autre bout du pays, à Tampa, en Floride. Et même dans l'Ontario, au Canada. On croit les voir un peu partout. C'est souvent le cas dans les affaires de disparition. Tous ces tuyaux se révéleront être des fausses pistes. Bien que sceptique sur le sujet, Ayers, il va solliciter l'aide de médiums. On sait que des médiums peuvent aider la police, que ce soit en France ou aux États-Unis. Voilà, j'en ai parlé récemment. Là, Ayers, il n'y croit pas trop, mais bon, il écoute quand même ce qu'ont à lui dire les médiums. Et il y a des voyants qui vont lui faire des déclarations plutôt inquiétantes. Il y a un médium qui va dire notamment que les garçons auraient été kidnappés dans le Nevada ou en Arizona. Un autre voyant, lui, soutient que les garçons ont été assassinés à Oroville, un patelin à mi-distance entre Chico et Yuba City. Sa vision, elle est d'une telle précision qu'il arrive même à décrire le lieu du quintuple meurtre. Une maison à 2 étages, en briques ou en bois rouge, avec une allée de garage en gravier.
Le voyant, il est même en mesure de préciser le numéro sur la façade de la maison, 4723 ou 4753. Pendant 2 jours, le lieutenant Ayers, il va sillonner les rues d'Auroville à la recherche de cette maison, cette mystérieuse maison. Mais il ne la trouvera jamais. Il semblerait que cette maison rouge n'existe pas. À l'arrivée du printemps 1978, les 5 du comté de Yuba sont toujours portés disparus. Vu que les investigations s'enlisent, les familles promettent une récompense de 1 215 $ à quiconque fournira une information permettant de les retrouver. Pendant que les tuyaux affluent de toutes parts encore, la police s'intéresse en particulier à 2 témoignages potentiellement capitaux. Tout d'abord, l'observation de Brownsville. Une femme affirme qu'elle a vu les disparus le samedi 25 février vers 14 h à Brownsville, un petit hameau de Californie. Elle les aurait formellement reconnus à cause de leurs expressions faciales. Selon la témoin, ils seraient descendus d'une camionnette pick-up rouge des années 50 devant un magasin d'alimentation. 2 hommes ressemblant à Huette et Sterling auraient utilisé une cabine téléphonique à l'extérieur du magasin et les 2 autres seraient rentrés à l'intérieur. Le gérant de la boutique a corroboré les dires de la femme. D'après lui, 2 hommes, dont l'un ressemblant à Wire, lui auraient acheté des burritos. Il aurait aussi acheté des sodas et du lait au chocolat. La police juge ces témoignages crédibles, mais un doute persiste parce que Brownsville est situé à 48 km de l'endroit où a été abandonnée la Mercury. Par acquis de conscience, les représentants de la loi vont effectuer des vérifications à Brownsville et ils vont fouiller près de 130 km² de terre boisée autour de la localité. Sans résultat. Ça, c'était pour l'observation de Brownsville, et il y a un autre témoignage beaucoup plus intéressant. Un homme de 55 ans appelé Joseph Shones explique aux policiers que le vendredi 24 février 1978, il comptait aller dans une cabane qu'il possède au cœur de la forêt nationale de Plumas. Seulement, sa Volkswagen Coccinelle, sa voiture, s'est retrouvée immobilisée sur une route de montagne juste après la limite des neiges. Obligé de pousser seul son véhicule, Shones il aurait fait un malaise cardiaque et il se serait ensuite réfugié à l'intérieur de son véhicule pour récupérer. À la tombée de la nuit, le vendredi 24 février 1978, Shones était toujours à l'intérieur de sa coccinelle en train de se reposer quand il aurait entendu du bruit à l'extérieur. Entre 23 h et minuit, il aurait entendu des bruits de sifflement provenant de l'extérieur de sa voiture. Il aurait alors regardé dehors et il aurait vu, dans une lumière aveuglante, un groupe d'hommes en train de marcher en compagnie d'une femme. Cette femme avait un bébé. Le groupe était plus bas sur la route. En fait, ces gens marchaient devant un véhicule au phare allumé. Ce véhicule était possiblement un pick-up, selon Shones. Dans son souvenir, Shones pouvait même entendre les gens parler entre eux. Shones aurait crié pour leur demander de l'aide. Mais là, il se serait passé un truc bizarre. Les lumières se seraient toutes brusquement éteintes. Et les bruits auraient cessé. Tout le monde aurait arrêté de parler. Quelques heures plus tard, Shones aurait aperçu des faisceaux de lampes torches à l'extérieur de sa voiture. Shones aurait alors appelé à l'aide par la fenêtre. Mais là encore, les lampes se seraient brusquement éteintes. Personne ne serait venu l'aider. Se sentant mieux le samedi matin, le lendemain, Shones il aurait décidé finalement de rentrer à pied. Il aurait quitté sa Volkswagen pour redescendre la route à pied et il aurait vu 50 mètres plus bas la Mercury Montego blanche et turquoise. La voiture était vide. C'est la fameuse voiture abandonnée que trouvera le garde forestier. Shones aurait par la suite marché pendant des heures. Il aurait marché jusqu'à un lodge de montagne. Ce lodge de montagne se situait à des kilomètres de sa Volkswagen. Là, les policiers ont recueilli le témoignage de Shones et ils vont procéder à des vérifications. Ils vont notamment aller voir les médecins et les médecins vont bien confirmer que Shones a eu un problème de santé. Ce qui est intéressant dans le témoignage de Shones, c'est que, comme dans le témoignage de Brownsville, cela suggère l'intervention d'une tierce personne. On parle d'une femme avec un bébé. Ils ont certainement rencontré quelqu'un qui les a d'une manière ou d'une autre fait changer de plan juste après le match de Chico. Suite à la découverte de la voiture, vide, abandonnée dans la forêt nationale de Plumas, les mois vont filer. Et là, l'enquête de police relative à la quintuple disparition de Yuba City est dans l'impasse. Les policiers ont vérifié toutes les pistes, mais elles n'ont mené nulle part. Là, on se dit que le dossier va être non élucidé quand un incroyable coup de théâtre va se produire à quelques jours du début de l'été.
Le 4 juin 1978, 4 motards envirés dans la forêt nationale de Plumas font un arrêt près d'une grosse caravane du US Forest Service, le service des forêts, dans une caravane donc, qui est perdue au fin fond des bois. D'une longueur de 18 mètres, la caravane est visiblement inhabitée. Seulement, l'une des fenêtres est cassée et ça va attirer l'attention d'un des motards. La porte est non verrouillée, donc il ouvre la porte de cette caravane, il regarde à l'intérieur. Là, le motard, il a à peine ouvert la porte, qu'il y a une odeur pestilentielle qui lui saute aux narines et il a une vision d'horreur. Il voit dans la caravane le cadavre d'un homme allongé sur un lit. Donc voilà, il s'approche, et là il voit que le corps est recouvert de 8 draps. Et donc apparemment, il y a un homme qui est là, il a le visage envahi par une épaisse barbe, et l'homme est apparemment mort de froid. L'individu est vêtu d'une chemise en velours rayé, d'un pantalon vert léger, et il n'a plus ses chaussures. À ce moment-là, il ignore encore, mais il vient de retrouver le cadavre de Ted Wire. Sur une table de chevet, à côté du corps, on va trouver le portefeuille de Wire qui contient de l'argent liquide. On va trouver aussi un collier en or et une bague en nickel avec gravé Ted. Bien entendu, la police va être alertée et l'autopsie va révéler que Ted Wire est bien mort de froid. Il a gelé dans la caravane. Ses pieds présentent de graves lésions, des gelures et commence à être atteint de gangrène. On sait que souvent, le gel des tissus commence par les extrémités, les mains et les pieds. Wire a souffert du froid glacial, mais il est aussi mort d'inanition, de manque de calories. Il n'a pas assez mangé. Il a terriblement maigri apparemment, il ne pèse plus qu'une 50aine de kilos. Rappelez-vous qu'il pesait près de 90 kilos. Il a perdu près de la moitié de son poids. Les experts médico-légaux, en tenant compte de la longueur de sa barbe, ils estiment que Wire a vécu entre 8 et 13 semaines, donc 2 à 3 mois. Donc ça laisse une fourchette assez large. La découverte du corps de Ted Wire va soulever de nombreuses questions parce que la caravane dans laquelle il a été trouvé se situe à 31 km de la voiture de Madro. Est-ce que Wire avait vraiment la capacité de parcourir une telle distance à pied dans une forêt qui était couverte de neige à l'époque, à certains endroits? De toute évidence, Wire a survécu pendant plusieurs mois dans la caravane, mais il y a plusieurs points qui demeurent incompréhensibles. Déjà, ses chaussures en cuir sont introuvables. On ne va pas les retrouver dans la caravane ni aux alentours. Où sont passées ses chaussures? Autre point bizarre, Wire n'a pas allumé de feu pour se réchauffer. Pourtant, la caravane contenait beaucoup de matériaux inflammables. Il y avait des livres de poche, il y avait du papier, donc il y avait des meubles qu'on pouvait casser pour faire brûler. Et il y avait même des allumettes dans cette caravane. Donc on n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'a pas allumé de feu. Mais le plus déroutant dans cette histoire, c'est que Wire soit mort de faim parce que la caravane était pleine de nourriture. Il y avait un coffre de rangement à l'extérieur de la caravane qui n'a pas été ouvert. Ce coffre contenait assez de repas déshydratés pour nourrir 5 personnes pendant 1 an. Apparemment, Wire a quand même mangé, il a quand même survécu un moment en mangeant des boîtes de conserve qu'on a trouvées sur place. Les enquêteurs en ont ramassé une douzaine de vides. L'une de ces boîtes, une ration militaire de type C, a d'ailleurs été ouverte à l'aide d'un ouvre-boîte P38, un ouvre-boîte de l'armée, de l'US Army. Et ce détail, ça attire l'attention des policiers parce que cet outil est assez difficile à utiliser. Il faut peut-être être militaire pour savoir s'en servir. Et maintenant, rappelez-vous que 2 des 5 disparus étaient des anciens militaires, Madruga et Mathias. Donc là, les policiers se disent que peut-être que Wire n'était pas seul dans cette caravane. Peut-être qu'il a été en compagnie de Mathias ou de Madruga. Pour la police, rien ne semble avoir de sens dans cette affaire parce qu'en plus des provisions, la caravane disposait d'un réservoir de propane dans un abri extérieur. Ce gaz servait à alimenter un appareil de cuisson et des radiateurs, mais personne n'y a touché. Tout ce qu'ils avaient à faire était de brancher le gaz, a déclaré le lieutenant Lance Ayers. S'ils avaient branché ce gaz, ils auraient pu allumer les radiateurs, donc se réchauffer, ils auraient pu utiliser l'appareil de cuisson, ils auraient donc pu faire de la cuisine, chauffer des plats, mais malheureusement, personne n'y a touché. Donc là, on a retrouvé Ted Wire, mais il y a toujours 4 personnes qui manquent. Donc les équipes de policiers et de secouristes vont donc inspecter les environs de la caravane, ils vont aussi inspecter la route
qui mène de la caravane du service des forêts jusqu'à la voiture de Madruga. Ils se disent qu'ils ont peut-être disparu donc en se rendant à cette caravane. Et là, les recherches des enquêteurs vont se révéler fructueuses. Le lendemain, le 5 juin 1978, on va récupérer les cadavres de Bill Sterling et de Madruga de part et d'autre de la route. Les restes humains sont à 18 km de la Mercury Montego, donc presque à mi-chemin entre la voiture et la caravane. La caravane qui était située pour mémoire à 31 km. Partiellement dévorée par des animaux charognards, Madruga gît près d'un ruisseau à 3 mètres de la route. Détail étrange, sa main droite est enroulée autour de sa montre. De Sterling, il ne reste plus que quelques ossements éparpillés sur une surface de 15 mètres carrés dans les bois. Le 7 juin 1978, soit 2 jours plus tard, les recherches se focalisent sur une portion de route proche de la caravane. Monsieur Huet, le père de Jackie, tient absolument à participer aux recherches. Mais animé d'un mauvais pressentiment, le lieutenant Ayers veut l'en dissuader. Seulement, Monsieur Huet insiste. Ayers a semble-t-il eu du nez parce qu'il y a des indices inquiétants qui vont commencer à apparaître. On va d'abord ramasser des chaussures à semelles plateforme, ressemblant à celles qui appartenaient à Jackie Huet, et on va ensuite trouver quelques os. Ironie du sort, c'est le père de Jackie Huet qui va faire la plus grosse trouvaille macabre. Il va ramasser la colonne vertébrale de son fils. Le lendemain, un adjoint du shérif va lui ramasser un crâne humain à environ 100 mètres du reste des ossements. Grâce à l'aide du dentiste de la famille, on va vite identifier ce crâne comme appartenant à Jackie Huet. Donc les premiers jours de juin 1978, l'enquête sur la disparition des 5 du comté de Yuba a fait une avancée énorme. Il manque toujours Gary Mathias. Donc les hommes du shérif du comté de Yuba vont continuer de ratisser la route et les bois. Cependant, ils ne trouveront aucun indice de l'ex-soldat de 25 ans, donc Gary Mathias. Les fonctionnaires vont mettre néanmoins la main sur de nouveaux indices potentiels à 400 mètres au nord-ouest de la caravane. Ils vont trouver 3 couvertures en laine du service des forêts, le US Forest Service, et 2 lampes torches rouillées. Seulement, on ignore depuis combien de temps tous ces éléments étaient sur place dans les bois, et si ça se trouve, ils ne pourraient avoir aucun rapport avec la quintuple disparition. Si Gary Mathias s'est volatilisé dans la nature, c'est le seul qu'on n'a pas retrouvé, les policiers ont la quasi-certitude qu'il a été présent à un moment donné dans la caravane. Pour une raison évidente, on a retrouvé ses chaussures de sport à l'intérieur de cette caravane. Il y a un autre point aussi qui est très intriguant. Rappelez-vous, on n'a pas retrouvé les chaussures de Ted Wire, ces chaussures en cuir. Et là encore, voilà, les policiers vont réfléchir et ils vont faire le lien. Et ils vont théoriser que peut-être que Gary Mathias est reparti seul de la caravane et qu'il a pris les chaussures de Ted Wire. Pour une raison aussi assez logique. Mathias avait certainement aussi les pieds lésés par le froid. On sait que quand on a les pieds, les orteils atteints d'engelure, on a les pieds qui gonflent. Donc il ne pouvait peut-être plus mettre ses chaussures de sport. Il a peut-être pris les chaussures de Ted Wire, qui avait les pieds plus grands que lui en plus. Autre point aussi intéressant, des chaussures en cuir sont sans doute plus adaptées pour marcher dans la neige que des chaussures en toile, des chaussures de sport. Étant donné que Gary Mathias était suivi médicalement pour une schizophrénie, les policiers vont diffuser sa description à tous les centres de santé mentale de Californie, au cas où Gary Mathias se serait réfugié dans un centre spécialisé. Si Mathias est toujours vivant, ça fait 4 mois qu'il n'a pas pris son traitement. Et donc là, il doit vraiment être atteint de symptômes assez alarmants, comme des délires, des hallucinations. Par ailleurs, Mathias ne porte pas ses papiers d'identité sur lui parce qu'il a laissé son portefeuille chez lui le soir de la disparition. Si Gary Mathias est toujours vivant, il détient possiblement la clé du mystère. Est-ce qu'il aurait joué un rôle dans le drame? C'est la question que se posent les policiers. Ils vont se rendre compte que Gary Mathias a un casier judiciaire. Il a été accusé par 2 fois de coups et blessures volontaires. Aujourd'hui, plus de 40 ans après les faits, on ignore toujours ce qui est advenu de Gary Mathias. Cette affaire est un vrai casse-tête.
Pour quelles raisons les garçons sont-ils allés dans la forêt nationale de Plumas après leur match de Chico? Pourquoi ont-ils abandonné à minuit leur voiture en parfait état de marche? Comment expliquer qu'on les ait retrouvés dans les bois à des dizaines de kilomètres? Dans quelles circonstances exactes sont-ils morts? Nous répondrons à l'ensemble de ces questions dans la partie commentaires et analyse. Nous allons maintenant passer à la partie commentaires et analyse. Plus de 40 ans après les faits, le sort tragique des 5 du comté de Yuba demeure une énigme. Même si la tâche s'annonce complexe, nous allons tout de même tenter de décrypter cette affaire. On va commencer par analyser les 2 principaux témoignages ayant retenu l'attention de la police dans cette affaire. Commençons par l'observation de Brownsville. Rappelez-vous, 2 témoins ont indiqué avoir vu des hommes ressemblant aux 5 du comté de Yuba dans une boutique de Brownsville le samedi 25 février 1978 vers 14 h. Ils étaient descendus d'une camionnette rouge pick-up des années 50. Je vais vous dire clairement les choses, je pense que cette observation de Brownsville est une fausse piste. Il y a quand même 2 éléments cohérents. Premièrement, ils ont acheté des sodas et du lait dans la boutique de Brownsville comme ils avaient fait la veille dans l'épicerie de Chico. Autre élément cohérent, l'un des 2 hommes qui s'est servi du téléphone public à l'extérieur ressemblait à Jackie Huette, qui, rappelez-vous, se faisait aider lorsqu'il voulait passer un coup de fil. Il se faisait aider par Ted Wire. Donc il y a 2 éléments cohérents. Mais c'est très léger parce que le nombre de points incohérents est beaucoup plus élevé. Premier élément incohérent de l'observation de Brownsville, la témoin a parlé de 4 hommes. Or, les 5 du comté de Yuba étaient 5. Si les garçons s'étaient servis du téléphone public de Brownsville, ils auraient certainement appelé leur famille, leurs proches. Or, personne n'a reçu de leurs nouvelles. On sait que c'est toujours Ted Wire qui aidait Jackie Huette à téléphoner. Ils étaient inséparables. Or, l'homme qui a aidé celui qui ressemblait à Jackie Huette à l'extérieur de la boutique de Brownsville ressemblait à Bill Sterling et non pas à Ted Wire. Les familles des disparus, des 5 disparus, ont toujours douté qu'ils avaient encore assez d'argent pour pouvoir faire de nouveaux achats à Brownsville parce qu'ils avaient amené peu d'argent avec eux et ils avaient déjà fait des achats à Chico. On n'est pas sûr qu'ils avaient encore assez d'argent pour acheter à nouveau la nourriture. Si les hommes qui ont été vus dans la boutique de Brownsville étaient effectivement les 5 du comté de Yuba, enfin du moins 4, il n'était que 4, ça veut donc dire que la tragédie ne s'est pas passée dans la nuit du vendredi 24 février au samedi 25, mais plus tard. Oui, mais quand? Souvenez-vous que le garde forestier a bien dit qu'il avait repéré la voiture de Madruga vide dès le samedi. Donc c'est pas cohérent, il y a un problème là, il y a un problème de timing. Brownsville est situé à 48 km de l'endroit où on a retrouvé la voiture. 48 km, c'est très très loin. Pourquoi, une fois sains et saufs à Brownsville, les garçons seraient retournés se perdre dans la forêt nationale de Plumas? C'est absurde. À qui appartenait la mystérieuse camionnette pick-up rouge? Dans l'hypothèse où les garçons étaient les otages du propriétaire de ce pick-up, ça n'a pas de sens. Comment expliquer qu'il les ait laissés comme ça aller faire des courses tranquillement? A priori, ils étaient seuls dans le magasin. Donc vous voyez, vu la longue liste des incohérences, moi je pense que l'observation de Brownsville était une fausse piste. Je pense que la femme, elle a contacté la police après avoir appris l'existence d'une prime, d'une récompense relative à la quintuple disparition. Elle a pu être motivée par l'argent. Même si les 2 témoins étaient de bonne foi, je pense qu'ils se sont tout simplement trompés de date, ils ont fait des erreurs d'identification et voilà, ils ont fait erreur. Ça, c'était pour l'observation de Brownsville. On va maintenant étudier un témoignage qui me paraît beaucoup plus intéressant et crédible, celui de Joseph Jones. Tard dans la soirée du vendredi 24 février 1978, Jones aurait fait une curieuse observation dans la forêt nationale de Plumas. Rappelez-vous, il était dans sa voiture coccinelle, il aurait entendu des choses à l'extérieur, il aurait vu des choses. Sa déposition semble pertinente, mais bon, elle doit être quand même nuancée. Jones aurait par exemple cru voir une femme avec un bébé, avec d'autres hommes, mais il y a peut-être une explication là. Peut-être que l'un des 5 garçons avait les cheveux longs, parce qu'on était dans les années 70, et peut-être qu'il portait quelque chose dans les bras, peut-être. Et peut-être que Jones s'est trompé, il a peut-être cru voir une femme portant un bébé. En ce qui concerne les bruits de sifflement qui avaient été entendus par Jones,
Eh bien, il y a peut-être encore une fois une explication là, peut-être qu'il y a une explication mécanique. Les mécaniciens savent que parfois sur des vieilles voitures comme ça, lorsque vous essayez de la démarrer par temps de froid, ça peut émettre des sifflements, des bruits stridents au démarrage. Donc si ça se trouve, c'était Madruga qui était à ce moment-là en train d'essayer de redémarrer son moteur, hein, le moteur de sa Mercury Montego qui n'était qu'à 50 mètres de la coccinelle de Jones. L'un des éléments les plus intrigants de cette observation de Joseph Jones, c'est le second véhicule qu'il aurait vu. Il aurait vu un autre véhicule sur place. Et ce véhicule, c'était un pick-up. Comme dans l'observation de Brownsville. C'est ça qui est assez intrigant. Ça rend cette affaire encore plus mystérieuse. Néanmoins, Jones, il a quand même fait un peu marche arrière par la suite. Il a reconnu que, à cause de son problème de santé, il avait fait un malaise cardiaque, donc il avait pu souffrir d'hallucinations. Il n'était plus autant sûr de lui par la suite. Mais bon, malgré tout, le témoignage de Joseph Jones reste extrêmement intéressant et assez crédible. Nous allons maintenant passer en revue les différentes théories envisageables pour expliquer ce mystère des 5 du comté de Yuba. Mais bon, cette affaire est d'une telle complexité qu'il est indispensable de simplifier l'équation. De mon point de vue, la question centrale à se poser est la suivante. Pourquoi les garçons sont-ils allés dans la forêt nationale de Plumas après le match de Chico? Parce que chaque fois qu'ils sortaient ensemble, chaque fois qu'ils allaient à un match comme ça, ils rentraient directement chez eux après. Si l'on fait preuve de bon sens, il leur est arrivé certainement un événement imprévu juste après le match. On sait que la rencontre s'est terminée à 22 h et qu'avant de quitter la ville, les 5 amis se sont arrêtés dans une épicerie à Bears Market afin d'acheter de quoi manger. Il est raisonnable de penser qu'un événement non programmé est arrivé juste après que les garçons soient ressortis de Bears Market, possiblement vers 22 h 30. Dans quelles circonstances exactes sont-ils partis dans cette forêt nationale de Plumas? Je pense que si l'on pouvait répondre à cette question, on résoudrait le mystère. Là, il y a 2 grandes possibilités qui s'offrent à nous. Soit les 5 garçons étaient seuls au moment des faits, soit ils étaient accompagnés par une tierce personne. Cette hypothèse binaire renvoie pour moi à 2 principales pistes d'explication, la piste criminelle et la piste accidentelle. On va commencer par la piste criminelle. L'éventualité d'un acte criminel a été envisagée dès le début de l'affaire par le bureau du shérif du comté de Yuba. Mais aucune preuve n'a jamais été découverte. Les enquêteurs n'ont pas trouvé de signes de lutte dans la voiture, ni autour de la voiture, qu'on a retrouvée abandonnée dans la forêt nationale de Plumas. La police scientifique n'a trouvé aucune trace de sang, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la voiture. Par ailleurs, les médecins légistes qui ont procédé aux 4 autopsies des corps retrouvés dans la forêt ont tous conclu à une mort par hypothermie. Voilà. Ils sont tous morts de manière naturelle. On n'a trouvé aucune trace de violence sur les corps. Pas de coup de couteau, pas d'impact de balle, pas d'hématome. Voilà, donc ils sont morts de froid, tout simplement. Il y a quand même un léger doute qui persiste, c'est vrai, parce qu'on a retrouvé Ted Wire dans son lit, on a retrouvé le corps entier, mais en ce qui concerne les autres, Madruga, Sterling et Huet, on a juste retrouvé des ossements. Et dans ce cas-là, c'est compliqué de déterminer la cause exacte de la mort. En plus, on était en 1978, à l'époque, les experts ne bénéficient pas des immenses progrès de la science moderne. En admettant que quelqu'un était responsable de la mort des 4 jeunes hommes, de qui pourrait-il s'agir? Forcément, dans cette affaire, Gary Mathias fait office de suspect numéro 1 parce que c'est le seul membre du groupe à ne pas avoir été retrouvé. Il a manifestement réussi à rejoindre la caravane avec Wire parce qu'on a retrouvé ses chaussures de sport à l'intérieur. Combien de temps Mathias est-il resté avec Ted Wire dans la caravane? Où est-il passé ensuite? Nous allons tenter de répondre à ces questions ensuite, mais bon, dans l'immédiat, il faut souligner que Mathias était un peu différent des autres. Premièrement, il ne souffrait pas d'une forme de handicap mental et il lui arrivait aussi de sortir faire la fête. Voilà, il avait quand même pas mal de différences. Ce qui interroge le plus chez Mathias, c'est sa personnalité complexe. Il suivait un traitement contre la schizophrénie depuis 5 ans et il avait déjà eu un comportement violent dans le passé. L'agressivité occasionnelle de Mathias avait-il un lien avec sa maladie ? C'est dans le domaine du possible. Selon un rapport du Congrès français de psychiatrie datant de 2015, le risque de violence chez les patients schizophrènes est plus élevé qu'en population générale, mais de façon modeste. Attention, la grande majorité des schizophrènes ne sont pas violents. Cependant, il existe une petite frange de malades susceptibles de passer à l'acte,
notamment s'il consomme de l'alcool ou de la drogue. Donc on peut théoriser que Mathias a peut-être eu un comportement violent avec ses camarades, hein. Surtout qu'apparemment, ses proches ont indiqué que son état mental se dégradait assez vite en situation de stress. Un jour, Mathias avait sombré dans la psychose et terminé dans un hôpital pour anciens combattants. Selon les dires de Bob Klopf, son beau-père, il avait complètement déraillé. Mathias aurait-il connu un épisode de psychose le 24 février 1978 ? S'en serait-il pris à ses partenaires ? Cette explication est tentante, mais attaché à sa famille, Mathias entretenait des liens forts avec ses partenaires de basket. Au-delà de leur passion commune pour ce sport, ils étaient tous amis. Depuis 2 ans, Mathias prenait ses médicaments de manière si consciencieuse que son médecin le montrait souvent en exemple. Monsieur Klopf a certifié que son beau-fils avait pris son traitement la semaine précédant sa disparition. Et d'après l'avis de tout le monde, Mathias n'avait plus disjoncté depuis 2 ans. À mon avis, s'il y a eu agression, cette agression est venue de l'extérieur. Donc on va passer en revue plusieurs théories. La première théorie, c'est la théorie de la prise d'otage. Les familles des garçons, qui les connaissaient mieux que quiconque, ont toujours eu la certitude qu'ils ne sont pas allés de leur propre initiative dans la forêt nationale de Plumas. Ils y ont certainement été conduits. Le fait que Wire soit mort de faim dans une caravane remplie de nourriture et que personne n'ait fait de feu pose aussi question. Est-ce qu'il était séquestré ? Il faut s'interroger, est-ce que les garçons n'auraient pas vu, été témoins de quelque chose lors du match de basket de Chico ou juste après en ressortant ? Est-ce qu'ils n'auraient pas alors été faits prisonniers et séquestrés et embarqués jusque dans cette forêt nationale de Plumas où ils auraient connu un destin tragique ? Moi, je pense que cette théorie de la prise d'otage est très invraisemblable parce que, premièrement, personne n'a rien remarqué d'anormal lors du match de Chico. Les garçons, en plus, étaient totalement seuls et libres de leurs mouvements lorsqu'ils ont fait leurs achats à Bears Market, à Chico. Il faut aussi se demander si un ou plusieurs assaillants auraient réussi à prendre le dessus sur un groupe de 5 jeunes gens qui étaient en parfaite santé. Avec une arme à feu peut-être, mais bon, c'est quand même pas facile de prendre l'ascendant sur un groupe de personnes comme ça. 2 personnes, ça va, mais bon, au-delà de 2 personnes, ça commence à devenir compliqué, ou alors il faut être plusieurs. Je pense que c'était risqué en plus, parce que voilà, du fait de leur différence, entre guillemets, les 5 garçons avaient des réactions imprévisibles aussi. C'était pas forcément des proies si faciles que ça, je pense. Il y a un autre point aussi à soulever, c'est que Mathias et Madruga étaient d'anciens militaires. Ils avaient certainement la capacité de se défendre. Mathias, lui, en plus, s'était montré déjà violent dans le passé. Donc, s'ils avaient été attaqués, peut-être qu'il aurait réagi. Ou alors, ça voudrait dire que peut-être que Mathias n'était plus là. Sans Mathias, le leader, peut-être que le groupe était plus vulnérable. Et ça expliquerait aussi pourquoi on n'a jamais retrouvé le corps de Mathias dans la montagne. Un détail suggère d'ailleurs que peut-être que les garçons du Yuba n'étaient plus que 4 lorsqu'ils ont fait leurs achats à Bears Market. Quand on récapitule leurs achats dans l'épicerie, on se rend compte qu'il y avait de quoi manger et boire seulement pour 4 personnes. Mais bon, cette thèse s'écroule très vite parce que les chaussures de Mathias ont été retrouvées dans la caravane. Ah, ce dossier est un mystère, je vous ai prévenu. J'ai quand même du mal à croire que quelqu'un ait amené exprès les chaussures de Mathias dans la caravane pour faire croire à sa présence. Là, ça me semble un peu trop sophistiqué comme plan, il faut peut-être savoir raison garder. Ce qui fragilise énormément pour moi la thèse criminelle, c'est l'absence de mobile. Les garçons avaient très peu d'argent sur eux, ils avaient pratiquement tout dépensé à Chico. On a retrouvé le collier en or de Ted Wire dans la caravane. On a aussi retrouvé le portefeuille de Wire avec de l'argent à l'intérieur. Mathias, lui, n'avait pas amené son portefeuille. La voiture Mercury Montego était un bien de valeur, mais personne ne n'y a touché. Et il y avait de l'essence à l'intérieur encore. Donc éventuellement, si on avait voulu voler cette voiture, on avait la capacité de partir avec. Or là, on l'a retrouvée sur place. Là, il faut se poser une question. Pour quelle raison emmène-t-on de force des gens en pleine nuit au fin fond de la forêt ? Moi, je vois au moins 2 raisons. Soit pour les voler, soit pour les tuer. Voire les 2. On va maintenant étudier la théorie de l'exécution collective. Alors attention, on est au stade de la spéculation pure. Mais bon, c'est une théorie que je trouve intéressante, que j'ai trouvée. Et pour moi, qui peut peut-être faire du sens. Je vais vous la présenter. Parce que là, dans cette affaire, il n'y a pas de mobile apparent. Moi, je me demande si les garçons, ce soir-là, ne seraient pas tombés sur un groupe sectaire qui aurait projeté de les éliminer physiquement.
l'histoire de l'humanité est émaillée de tueries, de meurtres de masse, guidés par des mobiles irrationnels par moment. Cette possibilité doit être étudiée parce que les 5 garçons étaient fragiles. Et les personnes fragiles, on le sait, sont souvent des proies faciles pour toutes sortes d'esprits dérangés. Est-ce que les 5 du comté de Yuba ne seraient pas tombés sur les membres d'un culte déviant, d'une secte, qui cherchait à commettre un massacre dans cette forêt ce soir-là? Je ne sais pas. Il faut se souvenir que 9 ans plus tôt, une secte criminelle appelée la famille Manson, du nom de son gourou, Charles Manson, avait commis une série d'assassinats justement en Californie. Et les adeptes fanatisés de Manson avaient perpétré une série de meurtres sauvages dans les quartiers huppés de Los Angeles. Et le sommet de l'horreur avait été atteint lorsque Sharon Tate, l'épouse du cinéaste Roman Polanski, avait été assassinée alors même qu'elle était enceinte de 8 mois. Est-ce qu'un groupe sectaire criminel était actif dans le nord de la Californie en 1978 ? L'un des membres de la secte aurait très bien pu repérer les garçons à la sortie du match de basket. Les garçons ne devaient pas passer inaperçus à bord de leur belle voiture, cette Mercury Montego. On peut tout imaginer, peut-être que ce rabatteur, ce membre de la secte, les a contraints d'aller dans la forêt nationale de Plumas, sous la menace d'une arme. Peut-être que dans la forêt nationale de Plumas, des complices l'attendaient. Peut-être qu'il était prévu là de commettre un massacre. Il faut savoir qu'une 6e personne aurait très bien pu monter à bord de la Mercury Montego, qui était une voiture assez spacieuse, et il y avait même une banquette à l'avant. On pouvait rajouter un 3e siège à l'avant, entre le siège du conducteur et celui du passager. Donc on pouvait monter à 6 dans cette voiture. Bon, je ne vais pas développer davantage de scénario parce qu'il est quand même un peu trop tiré par les cheveux. Je pense que la probabilité que les 5 du comté de Yuba tombent ce soir-là, précisément sur une secte criminelle voulant commettre une tuerie de masse, était assez faible. Je pense que si les garçons ont fait l'objet d'un crime, le mobile était certainement beaucoup plus terre-à-terre. Je pense que le mobile, c'était certainement de voler la voiture, tout simplement. L'une des seules certitudes dans cette affaire, c'est que la Mercury Montego, la voiture de Madruga, aurait pu faire l'objet de convoitises. Et plutôt naïfs, les 5 garçons étaient des proies idéales. Admettons. Mais en général, dans les cas de carjacking, les malfaiteurs attaquent les automobilistes à un feu rouge, ils les obligent à descendre de leur véhicule et repartent avec. Point barre. Ils ne font pas 112 km en leur compagnie. On va maintenant passer à la théorie suivante, une théorie très intéressante, la théorie de la tentative de vol manqué. Tout le monde s'accorde à dire que les 5 du comté de Yuba n'ont pas choisi d'aller dans la montagne en pleine nuit. Une force les a fait aller là-haut, a déclaré Madame Madruga. Je suis d'accord avec elle, à la nuance près qu'ils n'ont pas été contraints par la menace physique, mais par la ruse. Effectivement, les 5 garçons avaient un tempérament plutôt altruiste. La mère de Ted Wire a déclaré dans le LA Times que son fils portait toujours secours aux personnes en détresse. Voilà comment les choses ont pu se passer. Après avoir fait leurs courses à Bears Market, à Chico, les 5 garçons retournent vers leur voiture pour rentrer à Yuba City. Quand tout à coup, une jeune femme avec un bébé les aborde sur le trottoir. Et là, elle leur dit Ah, j'ai pas d'argent, je suis seul, est-ce que vous pouvez pas m'emmener à tel endroit parce que sinon je vais passer la nuit dehors. Voilà, elle leur tient ce genre de discours. Autre variante possible, elle peut aussi faire du stop un peu plus loin ou alors elle peut être au bord de sa voiture qui est en panne, ou apparemment en panne. Je pense que tout de suite, Wire et Sterling, qui ont un tempérament altruiste, tombent dans le panneau. Ils acceptent tout de suite de l'aider. Je pense que peut-être que d'autres membres du groupe sont plus réticents. Par exemple, Mathias, il n'a peut-être pas forcément envie de l'aider au début. Mais bon, peut-être que la femme insiste, elle les supplie de les emmener, peut-être que Wire, Sterling et les autres réussissent à convaincre le reste de la bande d'aider cette jeune femme. Donc la jeune femme monte avec son bébé à bord de la voiture avec les garçons. Et là, ils partent pour une destination inconnue. Quand Madruga, qui est le conducteur et aussi le propriétaire de la voiture, demande à la jeune femme où elle veut aller, peut-être qu'elle reste évasive, elle lui donne peut-être pas la destination exacte. Parce que c'est pas impossible qu'en fait, elle les emmène droit dans un guet-apens. Prétextant de prendre un raccourci, peut-être que la jeune femme elle les emmène au cœur de la forêt nationale de Plumas, sur une route de montagne isolée. 1h30 plus tard, la Mercury se retrouve finalement bloquée à la limite des neiges et les garçons se demandent ce qu'ils vont faire. Quand soudain, il y a un pick-up qui arrive.
Il s'agit des complices de la jeune femme. Ces complices se sont servis d'elle comme appât. Ça, c'est assez courant dans les escroqueries, dans les vols. On se sert d'une belle jeune femme comme ça, vulnérable, pour endormir ses proies. Donc le plan de ces malfaiteurs, c'est tout simplement de dérober la voiture. Donc dans ce cas de figure, le témoignage de Joseph Shones prend tout son sens. Voilà pourquoi on aurait vu des hommes avec une jeune femme et un bébé. Toutes les pièces du puzzle semblent s'emboîter. Mais là, il y a un grain de sable dans le plan. C'est que Mathias, qui est le garçon le plus mature du groupe, le leader, qui était le seul à ne pas avoir de handicap mental, Mathias, il se doute qu'il y a quelque chose qui se trame. Et rappelez-vous, apparemment, sa santé mentale se dégradait très vite en cas de stress. Donc là, peut-être que Mathias, il panique, peut-être qu'il se dit que ces gars-là sont là pour tous les tuer. Vous savez, il a peut-être des idées paranoïaques. Et là, voilà, il panique et il s'enfuit dans la forêt, il s'enfuit dans la nuit. Il abandonne ses amis. Quand Wire et les autres, Sterling, Madruga et Huette, voient Mathias en train de s'enfuir comme ça, eh bien, la panique est contagieuse. Eux aussi perdent leur sang-froid. Et peut-être qu'eux aussi limitent, peut-être qu'ils déguerpissent aussi en petits groupes comme ça dans la forêt. Donc là, les 5 garçons de Yuba sont partis en petits groupes comme ça, peut-être séparés dans la forêt nationale de Plumas. Ils ont abandonné la voiture. Les malfaiteurs se retrouvent avec la jeune femme et le bébé près de la voiture de Madruga, mais seulement ils ne peuvent pas partir avec, parce que Madruga a gardé la clé avec lui. De plus, le véhicule est légèrement embourbé dans la neige. Peut-être qu'à ce moment-là, les malfrats tentent de redémarrer la voiture de Madruga en faisant se toucher les fils. C'est peut-être les fameux sifflements qu'entend Joseph Shones cette nuit-là. Mais bon, les malfrats ne réussissent pas à la démarrer. Peut-être que le moteur est trop froid. Incapables de repartir avec leur butin, avec la fameuse voiture, peut-être que les malfrats là, vont prendre des lampes torches et regarder un peu dans les environs, peut-être pour retrouver Madruga. C'est peut-être les fameuses lumières que voit Joseph Shones dans ses coccinelles. Et lorsqu'il a appelé à l'aide, toutes les lumières se sont éteintes. Parce que la coccinelle dans laquelle se reposait Joseph Shones n'était qu'à 50 mètres de la Mercury Montego. Là, peut-être que les malfaiteurs se rendent compte de la présence de Joseph Shones, ils l'avaient peut-être pas remarqué avant. Et là, ils paniquent, ils se disent il y a un témoin potentiel, il vaut mieux qu'on parte. Donc là, en fait, leur tentative de vol est un échec total. Ils repartent bredouille. Mais bon, ils préfèrent partir. Ils laissent la voiture sur place. Pendant ce temps-là, Mathias, Wire, Sterling, Madruga et Huette sont en train de courir dans la forêt, ils se sont éloignés, ils n'osent pas revenir près de leur voiture parce qu'ils ont peur de retomber sur leurs agresseurs. Et puis ils sont peut-être pas capables de revenir non plus parce qu'on est dans la forêt, on est en pleine nuit, il fait un noir total, ils n'arrivent peut-être pas à s'orienter. Peut-être que les garçons sont là vraiment terrorisés, peut-être qu'ils marchent. Il faut se rappeler quand même que c'est vrai qu'ils avaient un handicap mental, ils avaient une petite déficience, donc peut-être qu'ils ne réagissent pas comme le ferait le commun des mortels. Donc ils ont peur, donc ils marchent dans la forêt, comme ça ils vont tous mourir de froid les uns après les autres. Madruga, Sterling et Huette vont succomber aux éléments. Par contre, il y en a 2 qui vont s'en sortir, Mathias et Wire. Ils vont réussir à trouver ce refuge qui est la caravane. Ils vont tomber dessus un peu par hasard. Ils sont épuisés, ils sont frigorifiés, mais ils se réfugient à l'intérieur de cette caravane. On va reparler de ce point un peu plus tard, mais j'ai déjà une réponse pour une des questions. Pourquoi est-ce que Mathias et Wire n'ont pas fait de feu dans la caravane ou à l'extérieur de la caravane pour se réchauffer? Eh bien, peut-être que c'était pour ne pas se faire repérer par ces mystérieux agresseurs. Peut-être que Mathias avait toujours peur d'être suivi par ceux qui avaient tenté de voler la voiture. Il avait peut-être peur que la fumée ou la lueur, ou alors que l'odeur aussi d'un feu attire leurs agresseurs. C'est peut-être pour ça qu'il a préféré ne pas faire de feu. Moi personnellement, je trouve que cette théorie de la tentative de vol manquée est assez plausible. Je trouve qu'elle tient assez la route quand même si Shones a reconnu par la suite qu'il avait très bien pu délirer à cause de la douleur et imaginer cette femme au bébé ainsi que le pick-up. Et puis qu'apparemment aucun groupe criminel n'a été évoqué dans la région à cette époque. Pas du moins, ça n'a pas du tout été avancé dans le cadre de cette affaire. Si aucune tierce personne n'a joué un rôle dans cette affaire, que faisaient les 5 du comté de Yuba dans la forêt nationale de Plumas? En effet, pour aller de Chico à Yuba City, il faut prendre la direction plein sud via la route d'État 99 ou 70.
Pourquoi Madruga a-t-il alors brusquement bifurqué vers l'est à hauteur d'Auroville? Eh bien, apparemment, Mathias avait une connaissance à Forbestown, une bourgade forestière à mi-chemin entre Chico et Yuba City, côté est. À l'époque, beaucoup de jeunes hippies vivaient à Forbestown, et leurs portes étaient toujours grandes ouvertes pour les amis de passage. Et si Mathias avait proposé au groupe de faire un crochet par Forbestown pour voir un copain avant de rentrer? À la fois euphorique après la victoire de leur équipe préférée, et excités par leur tournoi du lendemain, les garçons auraient été emballés par la proposition de Mathias, qui était l'un des leaders du groupe. Donc Madruga emprunte la route 70 vers le sud. À Auroville, il prend la direction de l'est sur la route 162. Mais il va commettre une erreur un peu plus loin. Pour se rendre à Forbestown, il faut tourner à droite sur Forbestown Road. Seulement, le panneau de sortie pour Forbestown est mal signalé. Madruga, qui ne connaît pas la route, loupe certainement le panneau dans le noir, et il continue tout droit. À bord de la voiture, les garçons ne s'en rendent pas compte parce qu'ils papotent entre eux. Ils font pas attention à la route. Quand on remonte vers le nord, la route 162 prend le nom de Bucks Lane, une route de montagne de la forêt nationale de Plumas. Au bout d'un moment, Madruga réalise qu'il s'est trompé de direction. Cependant, il pense pouvoir récupérer la bonne route plus loin. D'après les experts en survie, une personne perdue a tendance à s'obstiner et à suivre le chemin qu'elle a choisi, même si elle a conscience d'aller dans la mauvaise direction. Madruga continue alors de rouler sur Bucks Lane. Sans compter qu'il est sans doute difficile de faire demi-tour. C'est un point important à noter. Si la route est étroite et entourée de profonds fossés, Madruga ne peut pas manœuvrer la Mercury, dont la longueur dépasse les 5 mètres. Sachant qu'il adore sa voiture, Madruga ne veut pas prendre le risque de l'esquinter et il poursuit donc son ascension en roulant avec prudence. Il cherche vainement un endroit plus large pour faire demi-tour. Et son véhicule atteint finalement la limite des neiges. Dans l'impossibilité d'aller plus loin, Madruga éteint le moteur de la Mercury en laissant les phares allumés car il fait nuit noire. Les garçons descendent tous du véhicule pour se dégourdir les jambes ou satisfaire un besoin naturel. Vu que Madruga est très attaché à sa voiture, il emporte certainement sa clé avec lui. Dans les minutes qui suivent, les 5 amis discutent à l'extérieur. Ils se demandent ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. On ignore quelle décision ils prennent, mais quand ils remontent à bord de la Mercury, Madruga réalise avec horreur qu'il n'a plus sa clé de voiture sur lui. Il l'a perdue quelque part aux alentours. Madruga perd vite son sang-froid. Non seulement il a égaré la clé de son trésor, mais lui et ses copains sont coincés, la nuit, au milieu de nulle part. Face à l'imprévu et dans l'obscurité totale, il commence à paniquer. Madruga saisit une lampe torche dans sa voiture et tente de retrouver sa clé dans la neige en éclairant les environs. Mais autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Là, les garçons parlent fort entre eux. Et Shawn, qui se repose dans sa voiture plus haut sur la route, entend leurs éclats de voix. Il est environ minuit et cet horaire est cohérent avec le voyage supposé des basketteurs. Il faut compter 1h30 de route entre Chico et le lieu de l'accident. Le trajet est d'environ 112 km. Si les garçons ont quitté Bears Market aux alentours de 22h30, ils sont donc arrivés sur place vers minuit. Shawn s'aperçoit des silhouettes se découper dans la lumière des phares d'une voiture et il appelle à l'aide. Et en entendant les cris dans la nuit, les garçons ont peur. Effrayés, les garçons se taisent tous. Là, il est possible que Mathias joue un rôle. Rappelez-vous que son état mental se dégradait très vite en cas de stress. Là, je pense que Mathias surréagit à la situation. Et il dit aux autres qu'ils ne doivent surtout pas rester là. C'est trop dangereux, selon lui. Étant donné que Mathias est l'un des leaders du groupe, tout le monde est d'accord avec lui. À part Madruga, peut-être. Parce qu'il ne veut pas abandonner sa voiture. Réaction logique, Sterling, le meilleur ami de Madruga, annonce qu'il reste avec lui. Mathias, Wire et Huet partent donc seuls dans la nuit. Pourquoi ne sont-ils pas redescendus de la montagne? C'est une règle essentielle en matière de survie, mais là, j'ai une explication possible. L'enquête de police a révélé que le jeudi 23 février 1978, la veille, un snowcat du service des forêts est passé précisément sur cette route pour déblayer la neige. Désorientés, les garçons auraient alors suivi les traces de chenilles laissées par l'engin, en pensant qu'elles menaient probablement vers une zone d'habitation. Seulement, au lieu de revenir vers la civilisation, ils se seraient enfoncés profondément dans la montagne. Le trio part donc dans la nuit glacée, mais personne n'est habillé pour affronter des températures glaciales. Malgré l'insistance de sa mère, Wire n'avait même pas emporté de veste. Les 3 hommes se lancent donc dans une longue marche épuisante dans la neige. Sachant qu'un marcheur avance en moyenne à une vitesse de 5 km/h,
Sachant que la caravane du service des forêts était située à 31 km de la voiture, cela laisse penser qu'ils ont marché au moins 6 heures dans des conditions climatiques très rudes. Huet, qui est le plus jeune de la bande, est certainement aussi le plus fragile. À bout de force et frigorifié, il s'arrête un instant pour se poser. Il veut peut-être dormir quelques minutes pour récupérer, mais là, il commet une erreur fatale. Il ne se réveillera jamais. Plus solide physiquement, Mathias et Weyer continuent d'avancer. Weyer est le meilleur ami de Huet, mais là je pense qu'il est tout simplement incapable de l'aider. Très affaibli, Weyer souffre d'engelures aux pieds. Il est aussi possible que Weyer et Huet aient été séparés. Huet a pu perdre de vue ses compagnons ou s'égarer dans les bois. De toute façon, à ce stade, Weyer et Mathias sont au bout de leurs limites, et c'est l'instinct de survie qui l'emporte. Ils ne font pas demi-tour pour secourir Huet, et ils poursuivent inexorablement leur marche en avant. Par un coup de chance extraordinaire, ils tombent finalement sur la caravane du service des forêts. Mathias casse une fenêtre pour qu'il puisse se réfugier à l'intérieur, et dans la caravane, les deux hommes dévorent quelques boîtes de conserve, et ils s'endorment très vite, harassés. À leur réveil le lendemain, Weyer constate que ses pieds sont gravement lésés. Pire, il commence à s'infecter, et Weyer ne peut plus marcher. Seul Mathias est encore valide. Pour quelle raison ne font-ils pas de feu? C'est un mystère. Mais à mon avis, il est possible que Mathias ne reste pas longtemps dans la caravane. Compte tenu du nombre de boîtes ouvertes, une douzaine, et en considérant qu'ils en ont consommé une à chaque repas, cela suggère qu'ils sont restés tous les deux pendant 3 jours maximum. Mais c'est une supposition, attention. Il est donc possible que Mathias soit reparti dès le lendemain. Et il a pu repartir pour plusieurs raisons, soit pour retrouver les autres garçons, soit pour aller chercher des secours. Étant donné que Weyer est handicapé, Mathias l'installe confortablement dans un lit et le couvre de 8 draps, le temps qu'il s'absente. Le samedi 25, le dimanche 26 ou bien le lundi 27 février 1978, Mathias repart seul. Mais le problème, c'est que le blizzard a recouvert leurs traces dehors. Et Mathias se perd dans les montagnes. Les autorités ne récupéreront pas le corps de Mathias parce que il s'est considérablement écarté du périmètre de recherche dans la forêt nationale de Plumas. Vu la forte activité animale dans le secteur, des animaux charognards ont fait disparaître ses restes. À mon sens, Mathias a lui aussi connu un destin funeste dans cette vaste région sauvage. En dépit de sa maladie et de son casier judiciaire, j'ai la conviction qu'il n'a pas attenté à la vie des autres membres du groupe. C'étaient ses amis. Sachant que ni Mathias ni les secours ne viendront le secourir, Weyer va rester seul dans la caravane durant 2 à 3 mois. Trop faible et dans l'incapacité de marcher à cause de ses pieds atteints de gangrène, Weyer va mourir de froid et d'inanition. Il est tout à fait possible que Weyer ait survécu 3 mois sans se nourrir. En 1920, des membres du LIRA, l'armée républicaine irlandaise, ont fait une grève de la faim de 94 jours à la prison de Cork en Irlande. Ce record a même été battu depuis par Oleg Sentsov, un prisonnier ukrainien qui a jeûné quant à lui plus de 100 jours. Dernier point à aborder, si Weyer n'a pas fait de feu ou allumé de gaz lorsqu'il était seul dans la caravane, c'est soit parce qu'il n'y a pas pensé, soit parce qu'il ne savait pas comment le faire, il souffrait tout de même d'un léger retard mental, soit parce qu'il n'a pas osé. Bien éduqué, Weyer avait peut-être le sentiment d'enfreindre la loi en s'étant introduit illégalement dans cette caravane. Il avait peut-être peur d'être arrêté par la police et jeté en prison pour ce délit. On peut jamais savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Voici venu enfin le moment de conclure sur l'affaire des 5 du comté de Yuba. Après avoir retourné ce dossier dans tous les sens, j'ai tendance à privilégier le tout dernier scénario, le scénario de l'accident. À l'époque, la police l'a aussi sérieusement étudié. Elle a même retrouvé l'ami de Mathias à Forbestown. Interrogé par les enquêteurs, il a déclaré ne pas avoir vu Mathias depuis 1 an. D'accord, mais rien ne nous permet d'exclure que Mathias n'avait pas l'intention de passer voir son ami le soir du drame. Pour terminer, je vais parler du surnom de cette affaire, le col de Dyatlov américain. J'ai étudié en profondeur cette affaire dans l'un de mes livres, Disparu dans la nature monde. Je n'ai jamais fait de vidéo sur le Dyatlov Pass parce que c'est une affaire extrêmement célèbre et je préfère parler de dossiers moins connus. C'est vrai qu'il y a des ressemblances entre ces deux affaires, mais bon, la différence principale et qui est énorme, c'est que il n'y a pas un gramme de paranormal dans l'affaire des 5 du comté de Yuba, à la différence de l'affaire du col de Dyatlov, où là, il était question d'OVNI.
Des lueurs étranges avaient été vues dans le ciel à l'époque de la disparition des skieurs russes. On me reproche de parler parfois trop de paranormal, mais dans l'affaire des 5 du comté de Yuba, il n'y a aucun élément paranormal pour moi. L'explication est vraiment beaucoup plus terre à terre. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Merci à vous pour votre soutien, votre fidélité et ne disparaissez pas.